Et tout à l'heure, tu parlais du positionnement, l'importance du positionnement avec lequel je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, comment vous positionnez et comment vous vous présentez? Alors moi, c'est marrant parce que je l'ai refait tout à l'heure. Juste avant d'arriver là, je me suis dit, en fait, je l'ai rechangé tout à l'heure. C'est dur encore de me demander. C'est la quatrième fois que tu viens dans l'émission et à chaque fois, t'as changé. Mais j'aime bien changer, en fait, de positionnement parce qu'il y a toujours des mots où je vais toujours un escalier au-dessus. Donc, en fait, c'était, alors, la dernière fois, c'était contourner les systèmes pour lancer votre business, tu vois. Et là, c'est la formation qui donne un avantage déloyal face à la concurrence. Voilà. Ok. Tu vois, donc un peu plus rentre dedans, quoi. Tu vois. Ok. Donc c'est un peu plus proche de ma personnalité aussi, tu vois, où je parle un peu plus straight, quoi. Voilà. Ok. Moi, ça dépend. Si j'ai quelqu'un d'un peu teubé en face de moi, qui je sens qu'il va me gonfler, je suis coach de coach de coach. Et en vrai, en fait, j'explique aux gens que j'ai juste une boîte qui fait de la formation, de l'accompagnement, du coaching pour des professionnels des expertises en tout genre, donc coach, thérapeute, consultant, conseil. En fait, on les aide à développer leur activité sans y passer toute leur vie, tu vois. On essaie d'avoir des systèmes aussi simples que possible, aussi lean, très MVP. En fait, on fait juste ça, on fait juste de la formation et du conseil pour des formateurs, des coachs, des conseillers. Ok. Et toi? Moi, je suis coach de coach de coach de coach. Et merde, j'ai oublié un coach. Coach de coach. Ouais. Ça pourrait être marrant de définir Scalesia. C'est, en fait, alors, pitch-le, genre, tu peux le pitcher en une phrase? Bah écoute, ça tombe très très bien parce que je l'ai viens fait tout à de tout revoir. Je l'ai fait avant de venir. J'étais dans le métro comme ça. Mais non, c'est marrant parce que tu nous savonnes la planche, mec. Parce que nous, on aide les boîtes qui font 200 à 500 000 euros à atteindre leur premier million dans les 12 mois. Et, avec notre méthode d'accompagnement. Et qui marche trop bien et qu'on est en train de sortir là. Donc là, tout à l'heure, j'étais en train d'écrire la landing, la nouvelle landing pour mettre en avant cette évolution de notre offre existante, tu vois, et qui va faire très mal. Et là, je m'amuse à écrire justement beaucoup plus infopreneurialement, vraiment, parce que là, on commence à être vraiment très au fait. Ça, c'est le gros problème des entrepreneurs, c'est ce biais du technicien d'avoir la sensation de comprendre ton produit parce que tu vois cette confusion entre design et fonction. C'est parce que tu l'as designé que tu le comprends, t'en comprends les fonctions et que tu le comprends, tu comprends du point de vue de ton client. Et en fait, moi, je me suis très très vite méfié de ça et on a passé 3 ans à comprendre ce qu'on fait, quoi. Ouais. On a passé 3 piges à analyser ce qu'on fait et il nous a fallu 450 clients pour vraiment finir par comprendre, en tout cas pas trop mal, ce qu'on fait vraiment. Et donc là, on a fait la synthèse de tout ça. On a fait un audit majeur avec toute la team delivery, avec toute la team sales pour vraiment piger en fait. Et on a fait l'audit de ça. On a fait évoluer le produit. Et donc là, c'est en train de sortir. Pareil, affinage de fou de l'ICP. Donc vraiment de l'audience à laquelle on s'adresse. Parce qu'au début, on avait une approche plutôt large. C'est l'avantage de l'inbound, c'est que tu peux bosser avec beaucoup de monde. Et donc ouais, on est enfin en plein dans cette phase, quoi. Et vous, en fait, comment vous avez fait pour faire ce taf, pour vraiment affiner le persona. Ouais, puisque tu me parles de coach avec beaucoup d'ironie, tu vois, mais ça montre en fait l'aisance que tu as par rapport à ton positionnement et de la connaissance que tu en as. Donc d'où elle découle? Discuter avec beaucoup de gens autour de nous qui sont sensiblement dans les mêmes domaines que nous, tu vois, en national et en international, mais surtout en fait régulièrement, tous les 6 mois je pense, on se pose avec toute la team livraison et on fait ok, quels sont les profils de tous nos clients, quels sont les clients qui ont le plus de résultats avec nous, quels sont les clients qui sont systématiquement déçus avec nous, qui sont les clients qui vont très très vite, qui sont les clients qui vont doucement, qui sont les clients qui restent. On essaye un peu comme ça de faire des segments au sein de notre clientèle. Et à partir de là, on fait des arbitrages. On dit, ok, ceux-là, ils sont systématiquement déçus. C'est un peu chiant de se priver de ce CA parce que c'est de l'argent qui rentre, mais ils sont jamais contents, en fait. Ils amènent du litige, ils amènent des problèmes. Donc, ces gens-là, on va arrêter de les prendre. Ces gens-là, par contre, ils ont systématiquement des résultats. Pourquoi? Comment on fait pour en avoir plus? Comment on fait pour calquer leurs résultats sur tous les autres qu'on a aussi? Et c'est comme ça qu'on arrive à affiner de plus en plus le persona, tu vois. Typiquement, on a quelques thérapeutes avec qui on bosse, mais c'est essentiellement des sophros, hypnose, des choses comme ça, parce qu'ils veulent faire de l'accompagnement. Moi, aujourd'hui, un thérapeute qui vient chez moi et qui me dit « j'ai un cabinet, je veux le remplir de séances », je sais pas faire. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « écoute, je vends des formations à 59 €, je veux faire 10 cas par mois avec », je sais pas faire. Donc vraiment, on a cherché où est-ce qu'on était vraiment bon. On est vraiment bon pour des gens qui veulent vendre de l'accompagnement relativement cher avec un système très simple.
Et tout ce qui est autour, c'est pas nous les spécialistes. Oui, on pourrait le faire, oui, on sait l'expliquer, on sait aider et tout, mais on n'a pas d'avantage concurrentiel, on n'est pas meilleur que la moyenne dessus. Donc en fait, c'est comme ça qu'on a affiné le persona. C'est intéressant, tu pars du résultat que tu arrives à apporter à tes clients pour définir ton positionnement. En fait, c'est vraiment cette stratégie des petits paris dans le contenu, mais appliqué au business. C'est-à-dire que vraiment, tu vas travailler avec beaucoup de monde au début. Le petit pari, c'est quoi ? C'est la méthode Alex Hormozy, la méthode Fabien Olicard en France, Pierre Cross. Tu vas te donner comme objectif de publier une vidéo par jour sur YouTube pendant une pige. Et après, rétrospectivement, tu regardes ce qui a marché, ce qui a pas marché, etc. Tu fais des ordres de grandeur, tu fais tes stats, et puis tu redéfinis ta ligne éditoriale à la lumière photographiquement de ce que tu as sous les yeux, quoi. En fait, c'est exactement la même chose en entrepreneuriat, quoi. C'est-à-dire que tu bosses avec beaucoup de monde, tu te fermes aucune porte, tu vends différents trucs en fonction de tes opportunités. Et en fait, t'es en phase de R&D, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même. Ça t'empêche pas de faire du cash, ça t'empêche même pas d'être en croissance. La preuve, chez nous, on va boucler l'année à 2,5 millions. Et c'est pas encore fini, on croise les doigts, mais en tout cas, entre 2,2 millions et 2,5 millions. Et donc ça t'empêche pas de faire de la croissance, de doubler chaque année. Par contre, à un moment donné, il faut savoir se poser et dire, ok, exactement comme tu l'as dit, quelles sont mes cohortes, et maintenant, on affine, on coupe le gras au maximum parce que pour trouver le signal parmi le bruit. Mais ça, par contre, ça demande une écologie mentale qui peut être compliquée, et ça implique aussi de savoir avancer dans l'incertitude, un peu dans le chaos, et aussi ça implique un truc. En fait, c'est d'avoir des clients en premier lieu. D'où la nécessité, justement. Parce que, tu vois, moi j'ai bossé avec des trucs et même des boîtes avec lesquelles je me plaisais pas du tout, quoi. Enfin, c'était pas du tout kiffant, ils m'écoutaient pas. Enfin, je pense que tu en as eu plein des gens comme ça, mais en gros, voilà, vous voulez faire ça, voilà votre plan d'action concret que vous pouvez mettre en place dès la semaine prochaine. Tenez, suivez ça à la lettre et vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va faire le point et on va voir ce qui a marché. La semaine prochaine, t'arrives, le mec, il a rien fait, t'en peux plus, t'as même plus envie de passer 10 minutes de plus avec ces personnes-là, tu vois. Donc, je pense que moi, tu vois, alors, je fais un peu comme toi, et c'est plus sur l'impact, effectivement, ce que je rejoins totalement ce que vous avez dit. Moi, il y a un autre truc que je peux rajouter qui m'a vachement aidé, c'est d'être vraiment dans le WhatsApp des gens de ma communauté et de parler avec les gens qui sont, mais vraiment en face-to-face, avec des gens qui sont dans les problématiques de lancer un business, de scaler, d'automatiser des trucs qui sont en galère, tu vois, genre de rien que parler et de conseiller des gens gratuitement, des potes ou des gens qui veulent entreprendre. Et tu vois là, par exemple, hier, la personne avec qui je parlais, tu voyais la difficulté que c'était psychologiquement de passer à l'action, tu vois, genre. Et donc ça, tu te dis, ok, bon là, j'ai identifié un pattern de quelqu'un, comment est-ce que je peux le faire passer à l'action pour qu'ensuite il vienne dans mon truc, tu vois. Et voilà, c'est plus pour moi vraiment un peu, tu prends quelqu'un par la main et t'essaies de l'amener dans ton chemin, tu vois. Parce que tu sais que t'as des étapes à suivre sur le truc. Moi, je parlais à des gens qui galèrent de ouf pour faire du cash, et je vois le nombre de conseils que je leur ai donnés pour y arriver, qui ont jamais rien exécuté. Et d'ailleurs, sur ce que tu dis, par exemple, sur faire une vidéo YouTube pendant 1 an et voir ce qui marche, je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, pour moi, en fait, tu fais 5-6 vidéos, et moi, c'est ce que j'ai mal fait, par exemple, sur ma chaîne, donc, du coup, là, je suis en train de rechanger, mais pour moi, tu fais 5-6 vidéos, ça marche pas, ça marche, tu continues, ça marche pas, tu changes, tu vois, mais vraiment, au bout de 5 vidéos, et je pense que c'est le vrai problème des gens qui sont sur LinkedIn, par exemple, tu vois. Moi, mon contenu, il stagnait un petit peu, je fais, bon, ok, ça stagne, qu'est-ce que je peux faire pour changer le truc au bout de 4-5 tu vois, contenu, et après j'ai re-explosé, tu vois. C'est plus l'adaptation et le growth mindset, c'est-à-dire de dire, ok, j'ai fail, quelles sont les tendances d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux reprendre qui me plaît à faire, tu vois, et qu'est-ce que je peux faire pour aller grossir, quoi, et avec lesquels je suis aligné avec les valeurs du truc, parce qu'il y a des trucs que je suis pas, tu vois, des trucs un peu putaclic, ça me fait un peu chier de les faire, donc je les fais pas trop sur LinkedIn, même si parfois j'aime bien rigoler, mais j'essaie d'être quand même bottom funnel à fond, enfin du coup bas du funnel, c'est-à-dire des gens potentiellement intéressés pour acheter mes trucs, mais voilà, je pense que la réussite d'un entrepreneur, c'est la capacité qu'il a à avoir pitché 5 clients, et de se rendre compte que sur les 5 clients, il en a signé aucun, qu'il en a signé 1, mais qu'en fait, le mec, il était pas vraiment chaud. Et de se dire, ok, ça a pas marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois. Mais très rapidement, tu vois. C'est prendre des décisions radicales, en fait. J'en parlais à mes clients il y a quelques jours de ça. Il y a 1 semaine, 2 semaines, je sais plus. J'ai une idée comme ça, j'ai une lubie d'un petit bootcamp sur de la marque personnelle, machin, un truc que j'aime bien. Est-ce que ta team est au courant? Non, ils étaient pas au courant, les pauvres, comme d'hab. Et je lance avec un post Facebook, un post LinkedIn, tu vois. J'attends 24 heures. 0 interaction, 0 MP, 0 vente. Alors déjà, première réaction, je m'en fous en fait. C'est ok, ça intéresse absolument personne, sur ce format-là en tout cas. Et du coup, je le débriefe à mes clients et je leur dis, regardez ce que je viens de faire. J'ai 0 interaction. Donc ça veut dire que tout le monde s'en fout de ce truc-là. Soit
parce que le sujet ne les intéresse pas, soit parce que je suis pas perçu comme légitime dessus. C'est pas grave, next. Et en fait, en faisant de l'itération comme ça, en testant des trucs, et en fait, l'échec n'est qu'un point de data, en fait, donc tu t'en fous. Et si tu fais ça très régulièrement, et tu le vois en mastermind, vraiment, les entrepreneurs, tu leur dis un truc, dans l'heure, ils l'ont exécuté. Ouais. Ils l'ont exécuté aux chiottes, en fait, en allant pisser. Et là, tu vois vraiment la différence entre ceux qui ont des gros résultats et ceux qui mettent 1 mois et demi à se poser la question de est-ce que je tente cette accroche sur LinkedIn? Totalement, ouais. C'est peut-être, je vais le faire, c'est pas la prio, c'est pas le machin, c'est pas le truc. Alors moi, je trouve que dans le coaching, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire, c'est que ça m'a trop frustré, vraiment. Et du coup, je n'ai pas trouvé le hack, en fait, pour vraiment dire, putain, mec, je sais que c'est ça qui marche, tu vois. Genre, vas-y, fais-le. Tu vois, genre, tu peux pas, ça marche pas. Ouais, ferme les yeux et t'inquiète pas, je te prends par la main. En fait, c'est pas possible. Il faut des vrais coachs. Ouais. Et quand toi, t'es entrepreneur et à la rigueur consultant, consultant, tu vois, t'es pas coach. Ouais. Et en fait, des gens qui arrivent pas à passer à l'action, c'est parce qu'ils ont des blocages. Et moi, quand je suis face à des gens qui ont des blocages, je pète un câble. Moi, je suis pas bon coach du tout. C'est une catastrophe. Ouais. Je suis pas formé à ça. J'aime pas ça. Les émotions des gens, je sais pas les gérer. Moi non plus. Mais j'ai une équipe de coachs qui savent très bien faire ça et c'est leur métier. Et quelqu'un qui a passé ses blocages avec des coachs, un consultant, il arrive derrière, il lui dit fais ça, il dit ok, d'accord, il applique, résultat, c'est bon. Mais ces personnes qui sont bloquées, si t'as pas du vrai coaching, thérapie, tu mets ce que tu veux, on s'en fout. Avant, toi en tant que consultant, tu vas péter une pile parce qu'ils vont rien faire. Parce qu'en fait, il faut vraiment des coachs psychologues. Ouais, coach / psy, ça dépend. Ouais, pour te faire passer à l'action et des coachs / business pour te faire exécuter, quoi. Ouais, mais un coach business, c'est un consultant finalement. Ouais. Pour moi, vraiment, c'est le triptyque mindset, psyché, productivité. Psyché, c'est vraiment le fond du fond de tout ce qui te constitue dans ta façon de penser, etc. Donc, c'est ton passif, tes traumas et tout, ce qui va constituer les barrières mentales, en fait. Le mindset, c'est comment, à mon sens, c'est comment tu te vois à l'instant T quand tu vois l'avenir. Donc, ta psyché, c'est ton passé, ton mindset, c'est ton présent, ton futur. Et après, ta productivité, c'est ce que tu vas faire maintenant et comment tu vas le faire, et comment tu t'organises. Ouais, j'avais dit organisation, donc voilà, c'est comment tu t'organises. Et en fait, effectivement, la partie mindset, tu peux d'une certaine mesure, t'as un biais de sélection naturel qui va faire que les gens, de toute façon, s'ils signent avec toi, il y a de fortes chances qu'ils soient dans un certain mindset, en tout cas un mindset qui s'aligne plus ou moins avec ce que tu recherches en tant que prestataire, tu vois. Et après, la productivité, pour moi, c'est très facile à résoudre quand t'es entrepreneur. Tu commences par ta tâche systémique, donc c'est-à-dire la tâche la plus urgente à faire, où tu vas bosser sur ta boîte. Tu vas faire évoluer ton système, en fait. Ensuite, tu vas avoir les tâches delivery où tu vas bosser pour ta boîte, tu vas produire pour tes clients, tu vas être ton propre salarié, quoi. Et ensuite, tu vas avoir les tâches subsidiaires. Donc là, c'est tout le OSEF, en fait. Donc ça va être inbox 0 et tout. Mais dans cet ordre-là, en fait, tu fais ça, c'est bon, t'as craqué la productivité. Tu vois, il y a pas besoin d'avoir une routine avec du timeboxing plus. Après, ça va être des outils que tu vas pouvoir dégainer. Ouais, de temps en temps, j'aime bien avoir la to-do list qui me permet d'y voir un peu plus clair, parce que là, j'ai plein de trucs. Ok, de temps en temps, j'aime bien timeboxer un petit peu. Ça, c'est des outils pas perdre dans le temps. Mais ce premier principe de je structure mes journées en fonction juste de l'ordre d'importance des choses et en fonction de ces 3 curseurs-là, en fait, déjà, ça change tout. Par contre, effectivement, les barrières mentales, là, t'as un niveau de complexité dans la résolution du truc qui dépasse le champ de compétences de beaucoup de gens. Et effectivement, faut être coach, effectivement, faut être thérapeute. Mais par contre, une fois que tu débloques ça, et que le mindset et la productivité sont là, par contre, c'est hallucinant, quoi. Moi, je trouve ça incroyable parce que t'as même des gens qui, quand tu leur parles, ils ont le mindset, ils ont tout. Vraiment, c'est-à-dire que moi, en fait, je pourrais dire la même chose qu'eux en coach. C'est-à-dire, ils donnent des conseils, tu vois. Ouais, mais ils ont jamais appliqué ce qu'ils disent. C'est quand même dingue, tu vois. J'ai l'impression que c'est genre une chaîne YouTube, quoi. Enfin, mais moi, je connais des gens qui sont des coachs. Je connais des gens qui sont des coachs extraordinaires, mais de très mauvais entrepreneurs. Ouais, ça, c'est dingue. Ça fait drôle, hein. T'es pas obligé d'être un bon entrepreneur pour être un bon coach, au final, tu vois. C'est ce que disait d'ailleurs Oussama. Je pense, lui, il a monté The Family et tout le monde lui disait oui, mais en fait, vous avez pas fait des trucs de ouf non plus. Il disait non, mais regarde où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Il n'y a pas besoin d'être. C'est quelqu'un de très humain, par exemple. Et je pense que c'est cette sensibilité-là, cette patience. Je pense qu'à un moment que tu perds un moment parce que c'est frustrant. Alors, tu as ce type d'entrepreneur-là, tu as le type d'entrepreneur qui est obnubilé par la levée de fonds. Tu vois, en mode, putain, il faut absolument que j'aille à des meetings tous les jours et qui perdent un temps de dingue. Et moi, j'ai parlé encore avec un pote qui est entrepreneur et qui investit tous les ans dans des boîtes. Il m'a dit, mais il n'y a jamais un seul, alors qu'on mette vraiment les choses d'accord, au clair, en France en tout cas, et je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, mais il n'y a jamais un investisseur qui va
te donner de l'argent sur un putain de pitch desk. Faut arrêter de bullshiter les gens avec ça. Je pense que il y a très peu d'entrepreneurs qui vont te donner 1 million comme ça en mode ah vas-y le marché n'est pas gratuit. confirmé. Il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, pouvais... c'était encore possible. Et d'ailleurs ça a fait une énorme bulle, ils ont tous perdu leur oseille parce que du coup tu donnais genre 2-3 millions à des mecs qui leurs salariés ont tous perdu leur job. Ouais, non mais enfin c'est dingue quoi. Genre... En fait le truc c'est marrant parce que c'est un sujet que j'ai eu il y a 2 jours avec un de nos clients, donc c'est une de nos advisory apps qui me posait la question, il disait ouais il y a ce client là qui aimerait bien lever des fonds et tout, et donc je pose des questions par rapport à son CA, son MR à l'instant T et ses ambitions. Je lui dis ouais le truc c'est que faut réfléchir en coût d'opportunité. Là aujourd'hui, au vu de la conjoncture actuelle, au vu de son secteur d'activité, au vu des liquidités marché, il va passer 6 à 12 mois minimum, vraiment c'est une projection optimiste là, pour aller lever des fonds à raison de 80% de son temps. 80% de son temps qui va pas passer déjà à développer son MRR, et qui va pas passer à développer des compétences. Au vu de ses compétences aujourd'hui, il est pas assez compétent. Donc ces 80% là, coût d'opportunité énorme sur ces 2 assets qu'il va pouvoir valoriser par la suite. Parce qu'en fait, il va développer uniquement la compétence levée de fonds. Parce que c'est une compétence qui est très peu transversale, hein, levée de fonds. Ouais. Quand t'es très très bon levée de fonds, ça te rend pas nécessairement meilleur ailleurs, quoi. Peut-être un petit peu meilleur en sales, mais c'est des cycles de vente et une ingénierie commerciale tellement particulière que je sais même pas si ça se retranscrit plus que ça. Et par contre, donc, tu vas avoir un coût d'opportunité financier parce que c'est 80% du temps sur 6 à 12 mois, bah ouais, où tu développes pas ton business. Mais derrière aussi, tu as un coût d'opportunité au niveau de la valeur de ta boîte. Pourquoi ? Parce que là, si tu lèves dans 6 à 12 mois, sur un MRR qui aura très peu progressé par rapport à aujourd'hui, et qui en plus par entropie, aura eu tendance à s'effriter un petit peu, tes métriques seront plus les mêmes qu'aujourd'hui parce que tu auras délaissé un peu le bordel, et tu vas lever à une valo qui sera vraiment pas ouf. Donc avec un deal qui sera vraiment pas ouf. Là où, si tu investis ces 6 à 12 mois pour développer ta boîte, tu vas te retrouver in fine avec des métriques bien meilleures, des unités économiques bien plus solides, et au final, tu vas pouvoir potentiellement aller lever beaucoup plus facilement, en beaucoup moins de temps, avec un deal beaucoup plus intéressant, une valo plus ouf, et potentiellement même du cash out. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, une partie de la levée, tu vas pouvoir la sortir pour toi. Gagner de l'argent, quoi. Surtout tout ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec... moi, c'est la question que tu poses. C'est en fait, est-ce que tu fais de l'argent ? Oui, non. Ok, non, tu fais pas t'es pas entrepreneur, quoi. Enfin, je suis désolé, mais... Et pareil, tu vois, exactement. Et après, il y a une dimension de confusion entre les signaux marché. Tous les argents ne se valent pas. Il y a aucune once de validation marché dans 1 euro versé par un VC ou un business angel. Parce que lui, il réfléchit en gamble. C'est sa règle des petits paris à lui. Il va allouer ses billes sur un certain nombre de deals, et puis après c'est un Pareto ultra agressif. Tu vas avoir une petite partie des deals qui vont compenser les pertes des autres. Donc en fait, à partir de là, il y a aucune once de validation quelle qu'elle soit. Moi, je vois ça un peu comme ta maman qui te dit que ton produit il est génial et que ça a marché, et que si ça marche pas encore, c'est parce que les gens ils sont cons. Ça c'est hyper intéressant. C'est exactement ce que j'allais dire justement pour compléter ce que tu disais, Benoît. Et ça, je pense que c'est lié à tout ce qui est bullshit, tu sais, sur Airbnb. Oui, Airbnb lui a fallu 3 ans pour que ça marche. Tu sais, le marché il était pas encore prêt. Slack c'était pareil, le marché. Mais attends, moi je suis sûr que tu prends 3 entrepreneurs différents, tu leur mets le même produit à un temps T. Il y en a un qui va réussir avant les autres, un qui va mettre 3 ans, un qui va mettre 10 ans, un qui va mettre 2 mois, tu vois. En fait, pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord, hein, ça c'est le challenge, mais pour moi, la découverte d'un marché, justement, par rapport à la capacité que tu as d'itération sur tes offres, sur ton produit, sur la manière que tu as de résoudre le problème, il est pas dépendant du marché, il est dépendant de la solution que tu apportes et comment tu arrives le mieux possible à la simplifier, tu vois. Donc pour moi, en fait, c'est pas le marché qui décide, c'est l'entrepreneur qui fait en sorte d'adapter son offre à un marché existant, tu vois. Et du coup, je pense que ça vient de tout le bullshit qui s'est passé autour d'entrepreneurs qui sont venus dans des plateaux et qui ont commencé à dire oui, je suis descendu du truc et vous savez quoi, j'ai dit à mes salariés il a accepté le deal. En fait, mec, ta gueule, t'as un gros biais du survivant aussi, tu vois. Ils te disent oui, alors en fait, toutes ces plus grosses boîtes qui existent aujourd'hui, elles gagnaient pas d'argent jusqu'au dernier pivot et d'un coup elles sont devenues millionnaires. Oui, mais il y en a des milliers d'autres qui gagnaient pas d'argent, qui ont fait le dernier pivot, qui ont toujours pas gagné et qui sont mortes en fait. Ouais. Et c'est pas normal de dire je gagne pas d'argent jusqu'à ce que j'en gagne. C'est le bon modèle. Non, c'est un modèle malheureusement, mais en fait c'est juste un modèle d'entrepreneuriat, d'itération successive jusqu'à trouver ce qui marche ou mourir en fait. Ouais. Et c'est pas normal d'être une boîte qui gagne pas d'argent.
Ou alors, t'es vraiment sur un modèle éco où tu fais du CA, mais t'investis tellement en croissance pour bouffer ton marché, spécificité type Deliveroo et compagnie, tu vois, que tu fais des pertes, mais t'as déjà des revenus colossaux. Juste, tu fais des pertes parce que tu fais de la croissance ultra agressive. On le voit là actuellement sur les espèces d'e-commerce chinois, Temu, je sais pas quoi là, un espèce de Wish. Ils font de l'acquisition ultra à perte. Ils brûlent un argent colossal. Mais parce qu'en fait, dans 6 mois, ce sera les premiers numéros 1, ils auront tué tous leurs concurrents, ils vont monter tous leurs prix, ils vont diminuer leur acquisition, ils vont cramer tout le monde. Ouais. Mais perdre de l'argent en tant que boîte, c'est ok, si t'as quand même déjà beaucoup de revenus qui sont une validation de marché. Ouais. Et ça, faut pas l'oublier. Totalement. Faut pas oublier que dans 99% des cas, tu réussis pas parce que t'as levé de l'argent, tu lèves de l'argent parce que tu réussis, parce que ça marche. Et ça, c'est un truc que les gens ont tendance à confondre. J'aimerais savoir pourquoi d'où elle vient, cette petite chose qui se passe dans la tête de ces entrepreneurs, tu vois, vraiment de me dire, mais putain, moi j'ai une amie qui a un produit, mais de ouf. Franchement, je lui dis, mais tu fais un post LinkedIn, je te jure, tu fais 15K, mais juste en vente, quoi. Et en fait, c'est pas possible, pas le temps, c'est pas faire, c'est pas mon job, je veux 1 million, je veux 2 millions. Je ne sais même pas ce que tu fais avec 1 million, tu vois. Quand tu sais que nous, ce qu'on est capable de faire avec rien, en fait, genre, je sais pas ce que tu vas faire avec 1 million, vraiment. Si t'as pas de... Moi, c'est une question, dans les différents types de boîtes que j'ai eues, il y en a qui n'ont pas marché du tout, il y en a qui ont marché, aujourd'hui ça marche mieux, etc. Mais je sais que mon père, en rigolant, me pose souvent la question, si je te donne 1 million, c'est mieux? Je ne saurais pas quoi faire avec. Ouais. En fait, j'ai besoin de résoudre des problèmes pour continuer à faire de la croissance. J'ai pas besoin d'argent pour arroser, pour faire grandir un truc qui déconne. Tu vois, en fait, je ferai déjà plus de croissance quand j'aurai résolu le problème. Et si je bloque ou si je me range pas, c'est que j'ai pas su résoudre le problème, que j'ai pas été assez bon. Et plus d'argent n'y aurait rien changé en fait. Je sens une petite touche stoïcienne dans votre approche de l'entrepreneuriat. Ah oui, totalement. Je sais pas. Moi, totalement. Je vais me faire taguer Marc Aurèle ici. Sur l'avant-bras. Non, on est à la mode maintenant, c'est Ryan Holiday. Des fois de tendance. J'en vois plein des Marc Aurèle tagués sur les bras avant des entrepreneurs. Tu sais, tu dis c'est Marc Aurèle, alors putain, je l'adore. C'est un grand stoïciste, grand penseur. J'invite à lire l'audience d'ailleurs, Marc Aurèle, très intéressant. Qui dormait par terre dans son palais pour se rappeler que quand même. Par terre, c'est froid. Ouais. Mais c'est le même truc avec les douches froides, tu vois. Et j'ai rien contre ceux qui le font et je m'en fous. Mais juste, ouais, les douches froides, on faisait ça de façon ancestrale. Oui, mais parce qu'ils avaient pas d'eau chaude et qu'ils mouraient à 25 ans. On n'est pas obligé de continuer à le faire, quoi. Si tu veux. Aujourd'hui, on est civilisé, on invente l'eau chaude. Pourquoi tu veux me foutre dans l'eau froide? T'as tout un truc en ce moment autour justement des bains froids, autour des douches froides et tout. Et t'as pas mal d'études qui sont sorties. Alors, j'ai pas lu les papiers, ça vous, je vais dire de la grosse merde, mais c'est pas grave, qui explique qu'en gros, en ce moment, il y a un consensus selon lequel 11 minutes d'exposition au froid améliore considérablement tes taux de dopamine. Donc dopamine, donc hormone de la récompense, c'est ce qui te pousse à passer à l'action. Mais moi, en fait, je me demande, ma première intuition, parce que très souvent les gens se plantent là-dessus, c'est est-ce qu'il n'y a pas une inversion du lien cause à effet? Est-ce qu'on n'est pas en train de comparer des gens qui ont un circuit de la récompense et un circuit de la dopamine complètement foutu parce qu'ils ne sont pas dans une démarche de passage à l'action, donc de rétribution positive, donc de sécrétion de bonne dopamine, et qui donc par la force des choses en fait, parce qu'ils ont un circuit de la récompense, vont être plus enclins à tester de nouvelles choses, dont des bains froids, et avoir un lifestyle qui favorise justement cette dopamine, versus des gens qui ne prennent pas de bains froids, mais qui en fait par là même ont juste un circuit dopaminique complètement désamorcé. Et est-ce que juste il y a pas une narration du lien de cause à effet? Est-ce que c'est le bain froid qui génère ta dopamine, ou est-ce que c'est le fait d'avoir une bonne dopamine qui te pousse à faire des trucs comme prendre des bains froids? Et en fait ça je trouve pas la réponse. Bah, je suis un gars sur Instagram, il s'appelle Iceman. Il a gagné le record du monde. C'est Wim Hof. Wim Hof, exactement, ouais. C'est le mec qui a battu le record du monde dans un bain glacé. Et puis il grimpe les montagnes en caleçon. Ouais, il grimpe, voilà. Bon, c'est le genre de mec, il est resté bloqué sous la glace pendant je sais plus combien de temps, 20 minutes je crois. Enfin bref. C'est le seul où ses capacités avec le froid, et il a vraiment une capacité consciente à gérer son système immunitaire, endocrinien, tout ce que tu veux. C'est le seul, ça a été testé en laboratoire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils l'ont foutu sous branchement de tous les côtés, ils lui ont injecté le virus du rhume, et le mec avec sa conscience il l'a tué. Et ils l'ont mesuré.
C'est un Avengers. C'est ça, le mec c'est Thor, tu vois. Mais c'est intéressant son approche parce que en fait, ce qui montre, c'est qu'en fait, ce dont tu as besoin, c'est au-delà du bain glacé, c'est la respiration. Et en fait, il faut que tu oxygénises ton corps pour que tu puisses régénérer tes cellules, tu vois. C'est plus cette approche-là qui est intéressante. Et du coup, ce qu'il appelle le bracework, et t'es censé le faire tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis que t'es tout jeune, t'as jamais appris à respirer. En fait, t'as un biberon qu'on te met dans le bec qui t'envoie trop de lait, et du coup, t'as plein de coliques, et du coup, ça met ton enfant en énorme difficulté parce qu'il n'arrive pas à respirer. Et même le geste, et c'est peut-être horrible ce que je veux dire, mais le geste de succion d'une clope, par exemple, c'est un geste naturel qui est censé être bon pour tes poumons et pour ton corps, pour apprendre à faire travailler tes poumons à se remplir d'oxygène et à régénérer tes cellules. Donc tu vois, c'est le genre un peu de truc moi qui m'a vachement intéressé. Du coup, j'ai essayé de faire des bains glacés. Mais je suis d'accord avec toi. Du coup, je fume 2 paquets par jour. Du coup, maintenant, je me suis remis avec... Non, je fume plein de jours, plein de clubs, tout le temps. J'ai jamais aussi bien respiré. Franchement. Je respire bien, mais pas très longtemps, quoi. Mais en tout cas, non, mais moi, j'ai fait du bracework. En tout cas, j'essaie d'en faire au moins 2 fois par semaine. C'est hyper intéressant. Mais par rapport à ce que tu dis sur l'analyse des données scientifiques sur un résultat de mecs qui sont un peu biaisés par leur capacité, c'est comme j'ai eu ce débat-là avec comment est-ce que tu mesures la dépression. Il y a Nana qui est arrivée et tu sais, il y a plein de trucs de retraite cérémoniale avec, je sais pas, des champignons hallucinogènes ou genre, je sais pas, des drogues en fait. J'ai rien parlé de ça. Ouais, tu t'en as déjà parlé, je sais pas si t'en as déjà parlé. Non, mais justement, il y a un truc que je vois très régulièrement, c'est des gens qui partent faire des retraites d'ayahuasca pour trouver le sens de la vie. Ils ont jamais fait une thérapie, ils veulent pas méditer. Et ils veulent pas aller courir, mais ils veulent traîner devant Netflix. Donc en fait, je vais faire l'ayahuasca pour comprendre le sens de la vie et soigner ma dépression. Mais à côté de ça, je rentre chez moi en fait et je bouffe du McDo devant Netflix. Ouais. Il y a un truc qui va pas. Et je pense que le bain froid, c'est la même chose en fait. Je suis sûr que c'est bon pour la santé, je suis sûr que ça a plein de bienfaits, etc. Mais en fait, si derrière tout le reste de ta vie fout en l'air ton circuit de la dopamine, et moi j'en parle, le mien il est flingué, je pense. Fais pas chier avec ton bain froid, ça sert à rien en fait. Dans ce cas-là. Ouais, non, vraiment, je pense que mon circuit de la dopamine il est un peu flingué, moi. Je l'admets bien volontiers, tu vois. Après, ça dépend des curseurs. Je pense qu'on a tous, tu vois, la dopamine, pour moi, une façon très très simple de quantifier si. En fait, la dopamine, au final, on s'en fout, c'est plus une résultante que chose. Ouais. Mais c'est juste, à un instant T, est-ce que tu es satisfait de ce que tu es en train de faire de ta life ou pas et est-ce que tu es satisfait des résultats que tu génères. En fait, c'est tout. À partir du moment où tu es satisfait, nécessairement, par définition, ta dopamine, elle se comporte bien, tu vois, par définition. Mais surtout que la dopamine, tu la sécrètes aussi avec des douches chaudes. Moi, les meilleures idées que j'ai sont venues sous la douche à cause de ça. Et moi, j'ai un rituel sauna, tu vois, par exemple. Le truc, sécréter plein de dopamine. Et c'est vrai que ça travaille ta créativité. En vrai, pour revenir au sujet un peu business, c'est là où j'ai les meilleures idées, quoi. Mais justement, alors c'est marrant parce que tu parlais de bracework, après je rebondis, mais tu parlais de bracework, tu sais que, on parlait de psychédélique rapidement, tu sais que quand tu fais du bracework, j'ai jamais testé le bracework, j'ai testé une fois, et donc pas dans cette amplitude-là, mais le bracework, quand tu le fais d'une certaine manière, enclenche la sécrétion de DMT, donc tu peux faire tu peux causer un trip majeur. Ouais, première fois, c'est ce que j'ai eu. Et c'est d'ailleurs j'ai eu une révélation un peu où je me suis rendu compte, ok, il faut que je délègue parce que j'en peux plus de faire du support, tu vois. Et genre vraiment, c'est ce qui m'a débloqué un truc, tu vois. T'as des gens qui revivent leur naissance, enfin, des trucs fous, hein, juste avec de la respiration. Hein. Ouais, c'est sans aucune prise de substance. Hein. Ouais. Parce que ça release de la DMT, donc la DMT, c'est le principal, c'est la molécule qu'il y a dans la ayahuasca, justement, que tu peux fumer aussi. Et ton corps va en produire. Ouais. Je trouve ça assez dingue. T'as plein de petites méditations guidées sur Deezer, YouTube, etc. Moi, une que j'aime bien faire, c'est fait par Sadhguru, un vieux mystique indien très connu sur YouTube, etc. Et c'est des petites méditations, c'est genre il y a succès, calme, amour, plein de trucs. Et succès, en fait, il te fait faire 10 minutes d'une hyperventilation bien particulière en visualisant que tu grimpes une montagne. Et quand t'arrives en haut, tu dois t'asseoir dans le calme, t'arrêtes de respirer un peu. Et en fait, vu que t'as hyperventilé en plus, en fait, quand tu respires normalement, t'as l'impression que c'est froid. Donc vraiment, tu te sens dans la montagne, tu vois. C'est super. Et c'est hyper bien foutu, et c'est des trucs... Je sais pas si ça mène une quelconque forme de succès, on s'en fout, mais putain, ça fait du bien, quoi. Ouais. Juste, tu te sens apaisé. C'est bien de faire de la méditation, je pense, même pour s'ouvrir les chakras, pour se calmer. Parfois, quand t'es en stress, t'arrives pas à gérer ton stress, juste prendre du recul. Voilà, prendre du recul, revenir sur le présent. Moi, je m'intéresse de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui en font tous les jours, même tout ce qui est mantra. Je crois que c'est ça, c'est un mot que tu répètes tout le temps, tu vois, et que tu es concentré sur une idée, mais le mot, tu le répètes tout le temps dans ta tête. En même temps, tu médites et apparemment, tu arrives à faire des
Et T'as une méditation incroyable. Puis tasty. Là, t'as une méditation de Sadhguru comme ça où tu répètes pendant, je crois, c'est 21 minutes, mais dans ta tête, tu vois, I'm not this body, I'm not even this mind. Et quand tu répètes ça à 21 minutes tous les jours, etc., bah, ouais, en vrai, au bout d'un mois, quand il se passe un truc dans ta vie, tu dis, bon, de toute façon, ce corps, c'est un truc, c'est pas vraiment moi, ça change. Mon esprit, c'est une observation, c'est un jugement, c'est l'ego, c'est pas moi, ça change. Moi, c'est ce qui reste après tout ça. Et en fait, tout ce que je suis en train de vivre là et qui me fait péter un câble, moi, ça s'en fout de ça. Tu vois, et donc en fait, est-ce que c'est si grave? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me rendre malade maintenant pour ce truc qui a pas d'importance? Et ça t'aide à prendre du recul dans les situations où c'est un peu dur, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de l'acquisition simple. Enfin, voilà, de ton modèle d'acquisition qui est le plus simple possible. J'ai déjà entendu parler plusieurs fois du minimum viable funnel. Donc, en gros, l'entonnoir de conversion minimale. Ça m'intéresse vachement qu'on en parle. Moi, aujourd'hui, sur les débutants, on a créé, conceptisé un truc, mais qui existe sûrement sous d'autres formes ailleurs, qu'on appelait le One Place Funnel. Donc, en gros, ils font leur acquisition, leur démonstration, leur monétisation sur un seul réseau social, rien d'autre. Donc en fait, ça leur simplifie vachement le truc parce qu'ils font vraiment acquisition, démonstration, vente en 2 heures par jour avec un réseau. Et ils ont pas besoin de plus de 2 heures. S'ils y passent 6 heures, ils n'auront pas plus de résultats. En fait, mais tu peux aussi passer 2 heures et pas avoir de résultats. Hein. Faut être assez bon dans le truc, quoi. Et donc ça, c'est pour des gens qui débutent parce qu'on a estimé que les autres formes d'acquisition sont trop complexes pour eux et ne leur serviraient à rien. Ce serait que de la distraction s'ils n'ont pas touché en fait leur product market fit ou des choses comme ça. Et même sur les gens plus avancés, on a des funnels qu'on transmet qui sont très evergreen. Donc vraiment un canal d'acquisition, un funnel très très simple qui est avec une vidéo un peu longue, 95% éducation, 5% pitch, une prise de contact. Et derrière, nurturing, valeur, témoignage, valeur. Et naturellement, en evergreen et en douceur, sans forcer quoi que ce soit, les gens derrière, ils nous contactent et ils veulent acheter. Et moi, j'ai cherché à toutes les étapes de ma boîte, et c'est ce qu'on transmet à nos clients, d'avoir des systèmes aussi simples que possible, parce que s'ils déconnent, c'est plus facile à réparer, parce que c'est plus facile à scaler, parce que c'est plus agréable à vivre, et plus tu complexifies une boîte, plus tu as l'impression d'être un entrepreneur intelligent qui réussit, qui fait plein de trucs, mais en fait, plus ton business, il devient galère à gérer, et je suis pas sûr qu'on soit devenu entrepreneur juste pour gérer des merdes, quoi. C'est une conséquence qu'on accepte, mais plus simple également de merde. Et donc on a toujours voulu avoir des trucs très simples en acquisition, quoi. Et donc comment ça se structure aujourd'hui? Enfin, un minimum viable funnel, t'as un client qui arrive, qui a rien du tout, et tu mets quoi en place? On choisit avec lui le bon réseau social par rapport à son audience et ses prédispositions à lui. Donc quelqu'un qui déteste la vidéo, je le mets pas sur YouTube, tu vois. Et nous, on va recommander... C'est très important. Petite parenthèse, mais très important de se concentrer sur ses forces. Toi, l'écrit, t'es cartonné grâce à l'écrit, en vrai. Toi, peut-être les vidéos, je pense que t'aimes bien. Ouais, je suis assez à l'aise, voilà. Et moi, maintenant, je pense que c'est le podcast, en fait, moi. J'arrive à tout ça que tu as tout le temps. J'arrive à parler pendant 1 heure, mais sans chiant, mes potes m'appellent le Mister Podcast, quoi. Donc, tu vois, juste, et Bastien Pellissier, juste, pardon, je te coupe après, mais Bastien Pellissier, du coup, que tu connais sûrement. J'aimerais bien voir d'ailleurs ici, que tu vas recevoir. Trop bien, et génial. Je l'ai vu à Bali, et du coup, c'est lui qui m'a fait un peu switcher sur ce truc-là, parce que je lui disais, mais putain, mais comment tu fais pour faire toutes ces vidéos-là, comment tu fais pour trouver toutes ces informations, etc. Mais pour moi, c'est hyper facile, je comprends pourquoi tu dis ça, il est hyper fort là-dedans, vraiment, il kiffe et tout. Mais je lui ai dit, mais personne au monde, enfin personne en tout cas moi que je connais dans mon entourage et même sur les réseaux, n'a la résilience que tu as de faire toutes les vidéos que tu as faites avec tout le contenu que tu envoies. Genre, c'est impossible, il n'y a que toi qui arrive à faire ça. Et en fait, il se concentre sur cette force-là. Il part de lui, il a enlevé toute la friction autour, il a tout simplifié à l'extrême, et du coup ça marche de ouf pour lui, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est un mec comme ça ça le fait kiffer en fait. Il m'a dit, moi j'adore le faire, j'adore me mettre dans le studio, mettre sa petite chemise noire et commencer à parler, quoi. Je trouve ça super. Donc, du coup, en tout cas, voilà, je trouve ça hyper important de partir sur là où t'es bon, là où on est bon. Ouais, complètement. Et donc tu choisis ton canal. Choisir un réseau social. Nous, pour démarrer, on les bloque sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Instagram un peu plus long d'y arriver, mais Facebook, LinkedIn, c'est essentiellement. À partir de là, connecte avec des gens, ajout Facebook, connexion LinkedIn, aller dans des groupes, discuter, etc. Donc connecte avec des gens. Donc en gros, bâtis manuellement et de façon proactive un début d'audience basé sur ton persona. Expose-la du contenu, de qualité de préférence, quand même. Va discuter, sans rien vouloir vendre, juste va discuter avec les gens qui ont manifesté de l'intérêt pour ton contenu. Creuse la conversation, fais du meilleur contenu. De temps en temps, pousse, et au fait, voici ce que je fais pour mes clients. On pousse son offre. Quand il y a des réactions, va discuter avec eux. Et en fait, c'est juste ça. Et en fait, en voulant profondément aider les gens, en les exposant beaucoup à toi naturellement, et en faisant de la croissance d'audience organique, en douceur, etc.,
mathématiquement, en fait, nos clients, ils arrivent à faire leur première vente comme ça, et bah, sur des offres à 1000, 2000, 3000 euros, en fait, tu fais vite un CA qui est sympa pour quelqu'un qui débute, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je peux compléter un peu ce que tu dis. Je recrute des gens comme je travaille dans ma vie. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que moi, je suis en mode, j'envoie 10 actions marketing par jour. Donc, en fait, je recrute maintenant une personne sur un hack, en gros business. Par exemple, tu vois, il y a un mec qui est venu me voir qui m'a dit, bah voilà, j'ai travaillé avec cet infopreneur-là. Lui, je lui ai fait faire 120 000 euros sur un lead magnet Twitter. J'ai un hack, je l'ai découvert, est-ce que t'es chaud qu'on essaie avec toi? Je fais, bah, vas-y, go, tu vois. Donc, lui, il travaille sur ça. J'ai un autre mec qui est venu me voir et qui m'a dit, bah, en fait, je trouve que t'as des paniers abandonnés sur ton site, est-ce que t'es chaud qu'on rajoute juste une pop-up, tu vois? Je fais, bah, vas-y, go, tu vois. Et en fait, du coup, je donne des responsabilités sur des actions précises de personnes, donc comme des hacks, qui ownent leur projet et sur lesquels ils sont archi concentrés sur leur truc. Et pour revenir du coup au funnel, moi je m'occupe de faire plein de différents funnels, tu vois, en mode bah, je récupère une email, c'est ce que j'ai fait par exemple RIP Better Call Us, tu vois, récemment avec l'IA, où en gros genre tu rentres, tu réponds à 3 questions et t'as un plan d'action en fait marketing entrepreneurial à exécuter. Et du coup moi j'essaie de m'immiscer un peu dans le parcours quoi. Mais ouais, surtout sur ton truc à toi, sur ce que je veux dire, c'est que si tu arrives avec une offre précise avec des résultats, tu postes juste un groupe sur Facebook en mode hello les gars, j'ai réussi à faire atteindre X milliers d'euros, ou tu vas même parler en MP à moi ou à Benoît. Je sais que nous on a plein de messages de SaaS par jour, enfin moi j'en reçois plein, hey, tu veux venir bêta-testeur, etc. En vrai, si tu arrives et que tu me dis bah voilà, grâce à cet outil, grâce à ma solution, je vais t'apporter X, je te dis bah vas-y go on le projet. Et moi, en fait, moi c'est comme ça que j'ai signé plein de collaborateurs. Ouais, je les avais vus en termes de contenu, j'avais vu qu'ils avaient l'air de maîtriser ce qu'ils racontaient. Les gens ils arrivent dans ma MP, ils disent écoute, j'ai bossé avec lui qui sont tes concurrents / tes confrères et on a réussi à faire ça. Est-ce que ça t'intéresse de le faire? Oui, non. Tu vois, des fois non, des fois oui. Et ou alors si t'as pas les résultats, parce que ça c'est aussi très compliqué quand t'as pas encore les reviews, témoignages des clients, etc. Parce qu'en fait tu commences, t'as juste pas fait. T'as dit bon, j'ai vu que t'avais ça. Moi, j'ai vraiment envie de t'aider à atteindre ce résultat. Tu vois. Je suis sûr qu'on peut faire 20 000 euros. Et donc, dans ce cas, comme tu n'as pas trop de crédibilité, soit tu baisses tes prix, soit tu travailles à la com. Mais aussi, l'argument qui est hyper important, je pense, quand tu débutes, c'est sans engagement et packager le truc clé en main, quoi. C'est ce qu'on disait avec Jordan la dernière fois. Mais il y a des gens qui sont trop compliqués sur les process. Viens, on fait un call de 15 minutes pour faire le bilan. Ensuite, on fait un call de... Non, mec. En fait, juste, tu me dis, voilà ma facture. Connecte tes comptes Instagram ou tes réseaux sociaux et je commence, tu vois. Envoie-moi tes vidéos et je commence, tu vois. Enfin, les gens, ils ont aussi tendance à trop complexifier leur offre, trop complexifier leur process parce qu'ils ont envie de te faire perdre du temps, tu vois. C'est un truc de dingue, quoi. Parce que on leur a expliqué qu'il fallait avoir un process. T'as une anecdote de copywriting comme ça. Je crois que ça vient de Dan Kennedy. C'est un mec qui rentre dans une pharmacie, qui est en train de se tenir le pantalon comme ça et qui fait docteur, quand je fais pipi, ça brûle, vite aidez-moi. Et le pharmacien qui fait ah oui, on connaît bien, c'est une infection urinaire, vous inquiétez pas monsieur, c'est rien de grave. Ça se soigne avec une petite pilule. Par contre, vous allez d'abord aller dans la salle d'à côté, regarder une vidéo documentaire de 45 minutes. Et le mec qui saute par-dessus le comptoir, il le tue, tu vois. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, nous, dans notre business, tu vois? T'as quelqu'un qui a mal et qui veut acheter. Ouais. Vends-lui. La problématique après derrière, selon le type de métier que tu fais, c'est que t'as quelqu'un qui a pas complètement adhéré à ta philosophie, à ta culture, à ta façon de faire. Il va falloir lui revendre l'idée du bon sens de ce que tu fais toutes les 5 minutes. Et ça peut être chiant, effectivement, tu vois. Dans ce cas-là, c'est pas grave, tu l'encaisses, tu démarres et en même temps, tu le fous dans ton funnel. Ouais, franchement, moi, il y a un mec qui me dit, bah voilà, j'ai vu tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Écoute, je suis sûr que moi, si tu me donnes ça pendant 1 mois, sans engagement, je te les monte. Je te fais, je sais pas, tu fais un truc, un objectif chiffré qui est pas non plus impossible à atteindre, mais tu dis vas-y on fait. Je suis sûr on fait 1 million ou 2 millions ensemble, tu vois, de vues. Et après tu sous-entends aussi non plus que t'es un businessman. Donc les 1 ou 2 millions, je vais essayer d'ajouter des call to action dessus pour te permettre de faire 10, 50 000 euros, tu vois, en plus de ton chiffre d'affaires. La prestation elle coûte 3 000. Connecte tes comptes avec cet outil, on démarre, tu vois. Enfin facile, tu sais. Enfin. D'ailleurs, il y a une idée là en ce moment, je trouve, enfin je sais pas, je vois ce business en train de décoller, mais c'est tout ce qui est setter sur LinkedIn. C'est-à-dire, c'est des gens, tu vois, moi j'ai été démarché récemment là, je trouve que c'est une idée géniale. Nous, on fait du setting, nous, chez Skyzen. Ouais, mais tu vois, tu prends le compte de quelqu'un. On en fait sur nos audiences. On génère entre 4 et 10 rendez-vous par jour rien qu'avec mon profil. Ouais.
C'est génial. En fait, c'est quelqu'un, tu donnes ton accès et juste tu vas parler aux gens. Tu n'as pas besoin de lui donner ton accès. Hein. Ça peut être un profil tiers qui dit écoute, je bosse pour Scalesia. J'ai vu que tu avais énormément interagi avec les posts de Benoît, surtout sur telle thématique. Est-ce que c'est une problématique que tu as en ce moment? Est-ce que tu voudrais qu'on en parle? On a des ressources peut-être à t'offrir, des trucs comme ça. Mais c'est exactement ça. Ouais, en fait, nous, c'est extrêmement simple. Ça demande juste de l'ingénierie relationnelle, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Moi, je vois vraiment ça comme de l'ingénierie relationnelle. Tu prends le temps d'échanger avec les gens, tu leur apportes de la valeur. Et l'objectif, c'est tout simplement de cerner justement leur objectif à eux pour derrière voir comment tu peux les aider, tout simplement. Et ça, c'est un truc, c'est un projet. En vrai, ça, c'est quand tu connais un peu le business, que tu fais du contenu LinkedIn, tu sais le temps que ça te prend. En vrai, tu te dis, ok, vas-y, je vais déléguer ce truc-là. En fait, c'est des métiers qui sont pas simples. C'est des métiers qui sont pas simples, le setting. Alors après, quand t'as l'influence LinkedIn de Benoît, par exemple, tu vois, c'est plus facile quand même. Mais sur des business tradis, le setting social media qui, entre guillemets, a pas été demandé, tu vois, t'es pas sur un fractional content ou un truc comme ça. C'est des métiers qui sont quand même pas évidents parce que t'as beaucoup de non-réponses, ou t'as des gens qui disent oui, merci, ou t'as des gens, ils veulent recevoir la ressource, mais derrière, ils donnent pas suite. Le setting, c'est un truc qui marche très 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 bien si t'as un fort engagement social media, mais juste quand même préciser parce qu'actuellement c'est très à la mode, tout le monde va devenir setter pour devenir riche et libre. C'est un métier qui est dur, quoi, et qui peut être brillant, mais c'est dur. Parce que t'as vraiment cette idée, on en revient en fait à la sacro-sainte pseudo simplicité. Exactement ce qu'il y avait avec le closing à l'époque ou le copywriting. Ouais, c'est simple. De toute façon, le closing, c'est simple. Le copywriting, c'est simple. T'as juste une méthode à appliquer. C'est playbookisé. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Et le setting, t'as cette idée de juste, tu vas chatter avec des gens et tu vas générer du résultat. Non, t'as une complexité et en fait... Un vrai pipe, un suivi, des actions. Et puis ça résulte de la qualité de ton positionnement, ça résulte de ton problem solution fit, ça résulte déjà de tout ton package marketing de départ en fait. Sinon tu peux absolument rien faire. Et donc la qualité de ton setting ne dépend pas, enfin une bonne partie de tes performances de setting ne dépendent pas de ton travail de setting. Exactement la même chose qu'avec le closing ou quoi. Et ça les gens ont tendance à l'oublier. Moi, le hack que j'ai sur les setters que je vais recruter, ça, c'est un truc que je suis en train de mettre en place. Mais c'est vrai que j'ai la chance, moi, de former des entrepreneurs qui veulent bosser avec moi. C'est-à-dire que les setters vont être des élèves de ma formation. Donc, beaucoup plus facile, tu vois. En gros, hello, je suis un ancien élève, je m'occupe de travailler un peu avec Kevin pour faire des ventes avec lui. Donc ça, c'est un truc c'est le petit hack, tu sais, qui peut faire la différence quand tes clients vendent ton service. En général, t'as pas trop de questions à te poser, quoi. Mais ouais, le setting, ça, c'est une idée business, tu vois, qui est packagée, qui est bien pour revenir un peu au truc de faire du 3000 avec ça. Tu peux facilement faire du 5000, 10 000, tu vois. Tu as 4-5 clients qui tournent en automatique, tu commences ton business. Ensuite, soit tu fais une formation de setting réseaux sociaux, tu vois, soit tu continues à faire du coaching, tu vas plus loin, tu identifies d'autres problèmes, en fait, tu vois. En plus, tu as un recurring, c'est cool. Ça, c'est vraiment le genre de business de service qui est en recurring qui sont bien, quoi.